Ici, donc, il s'agit du manuel de la nouveauté du collège de cette année, un manuel d'histoire-géographie EMC de niveau de sixième, dans lequel on a à nouveau fait appel aux clionautes, parce qu'on était très content du partenariat de l'année passée, pour proposer en fait dans chaque chapitre d'histoire et géographie une activité complémentaire qui arrive plutôt en fin de chapitre, plutôt axée sur le numérique, en tout cas accessible uniquement par le numérique, par le manuel Max. Je vais peut-être laisser juste Geoffrey présenter les clionautes, et puis après je vous partagerai mon écran et vous montrerai où ça se trouve sur Max et puis quel genre d'activité on propose. Et puis ensuite, on aura donc William et Camille, qui sont deux professeurs qui appartiennent à l'association des clionautes, qui ont proposé certaines de ces activités, qui vont nous présenter plus en détail une activité du manuel. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de pouvoir prendre la parole aujourd'hui devant vous avec mes camarades Camille et William pour vous présenter la production des clionautes dans ce nouveau manuel Belin de 6e. Alors, rapidement pour me présenter, je m'appelle Geoffrey Maréchal, je suis professeur certifié en poste en Ardèche, plus particulièrement au collège Marie Curie à Tournon-sur-Rhône. Et je suis en parallèle de mon travail engagé sur le plan associatif à travers l'association des clionautes. Alors, rapidement, pour présenter cette association, il s'agit d'une association disciplinaire qui œuvre à la défense et à la promotion de nos disciplines dans tous les parcours d'enseignement et qui est attentive à l'utilisation et à l'exploitation qu'on peut faire de l'histoire et de la géographie dans la vie de la cité de manière générale et au quotidien. Pour cela, on réunit plusieurs milliers d'adhérents, en premier lieu des praticiens d'histoire et de géographie, d'abord des enseignants, mais pas seulement, on compte aussi des passionnés et toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans nos activités, dans nos combats. Et on essaie d'être actif sur plusieurs domaines. Donc d'abord, bien évidemment, la production pédagogique, avec des activités et des séquences qui sont créées et testées en classe. On aura l'occasion d'y revenir à travers les prises de parole de Camille et de William. On est actif également dans la veille scientifique. On participe aux grandes messes, si je puis dire, de nos disciplines, c'est-à-dire les rendez-vous de l'histoire de Blois, le Festival international de géographie à Saint-Dié, ou encore le Festival de géopolitique de Grenoble, dont nous sommes partenaires, et au cours duquel on produit des comptes rendus de conférences accessibles au public, et aussi on tient des cafés géopolitiques un peu partout sur le territoire, et notamment sur le territoire de Béziers. C'est là où on a commencé, ou c'est là où c'est le plus actif. Et enfin, dernière branche dans laquelle on essaye d'être actif, c'est la veille éditoriale, notamment à travers la Cliothèque, ce qui me touche un peu plus, puisque je suis responsable de la section histoire de la Cliothèque pour les clionautes, c'est-à-dire qu'on produit et on publie quotidiennement des comptes rendus de lecture d'ouvrages qui sont parus en géographie, en histoire, en géopolitique, des bandes dessinées, de la jeunesse ou encore de la fiction, et on essaie d'être le plus exhaustif et précis que possible dans la production éditoriale que nous avons dans nos disciplines. Alors, au-delà de mes fonctions dans l'association, j'ai également le plaisir d'être le coordinateur pour le collège du partenariat dont parlait Florence entre les éditions Belin et les Clionautes. Ce partenariat, comme tu as pu le dire, il ne date pas de cette année. On a déjà pu l'entamer l'année dernière à travers la production d'évaluations diagnostiques pour le lycée, qui consistait à pouvoir permettre aux élèves de tester leur niveau et ensuite aux enseignants d'adapter leur pratique et leur pédagogie en fonction. Et il est renouvelé cette année à travers les activités complémentaires qui ont été produites pour le nouveau manuel de 6e Belin, et qui vont être présentées à travers quelques exemples par Camille et William dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur les deux objectifs qui ont été les nôtres pour la production de ces activités. C'était d'abord d'aborder les objectifs et les chapitres à travers des supports et des outils pédagogiques peu exploités, peu connus et employés en classe. Voilà, essayer de sortir un petit peu des sentiers battus, pardon, et offrir aussi des activités qui ont déjà été expérimentées en classe. C'est-à-dire que l'ensemble des rédacteurs sont des enseignants de terrain, si je puis dire, qui complètent l'expertise des rédacteurs du manuel et qui proposent ici des activités qui ont été testées, mises en pratique dans les classes,
et qui donc ont eu le temps d'être remaniés et repensés pour être le plus pratique et le plus applicable possible. Alors, rapidement, donc, je vais présenter les deux rédacteurs qui vont intervenir aujourd'hui à la suite de ma prise de parole. On a d'abord Camille Despinois, qui est rédactrice sur plusieurs chapitres d'histoire, qui est engagée dans l'association depuis plusieurs années comme trésorière. C'est une ancienne rédactrice au CNED. Elle est aujourd'hui en poste à Montpellier, au collège Arthur Rabot, qui est classé REP+. Et elle a pu, depuis son arrivée au collège, repenser sa pédagogie en l'orientant notamment vers les plans de travail qu'elle met en pratique dans sa classe et en l'utilisation des serious games quand elle aura l'occasion de revenir à travers l'exemple qu'elle pourra représenter. Et enfin, le deuxième intervenant pour l'équipe Clionautes, c'est William Brou, qui est le second rédacteur qui est présent là aujourd'hui. Il est également professeur certifié en poste, lui, en Auvergne, à Thiers exactement, au collège Audambron. Il est rédacteur sur des chapitres d'histoire et de géographie. Il est animateur d'une chaîne YouTube, comme ça a pu être dit, Histoire en jeu. Et il est également co-responsable de la section Clio Geek de l'association et également chargé de mission sur tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée et ludicisation pour la DRAN de Clermont-Ferrand. Voilà un petit peu l'équipe Clionautes qui est présente pour faire la présentation du manuel aujourd'hui. Et encore une fois, je vous remercie pour votre accueil, votre présence et pour la poursuite de ce partenariat qui est fructueux et toujours plaisant. Donc, ces activités sont annoncées dans le manuel papier, mais ne sont téléchargeables qu'en numérique. Donc, voilà, là, je vous montre... c'est l'occasion de montrer que sur Max, nous pouvons passer très facilement d'une vue page du manuel à une vue granulaire Max. Donc là, voilà, c'est la même page que nous voyons là en version papier. Et donc, en face du cours, dans chaque chapitre, vous trouverez ce petit macaron qui annonce l'activité numérique. Donc, vous pouvez y accéder soit en flashant cette page, soit en retapant le mini-lien qui se trouve ici, donc dans votre moteur de recherche, soit en allant directement dans Max la retrouver. Donc voilà, là, on se trouve dans la vue Max de cette même page, qui est la page de cours. Donc, vous voyez le cours avec un petit cours audio, petite version audio du cours, tous les mêmes éléments remis dans Max. Et donc, à la fin de cette page, vous tomberez sur l'activité Clionautes. Donc, il y a différentes sortes d'activités. Il y a 3 grandes familles d'activités qui ont été proposées. L'idée, c'était aussi d'apporter différentes approches de l'apprentissage par le jeu et pas que de l'activité interactive, mais aussi des activités ludiques qui se déroulent en classe. Donc, je vais commencer par la première sorte d'activité, ça va être des génialis qui vont plutôt proposer une activité en autonomie sous forme de jeu, d'escape game, de quiz. Donc là, dont les élèves vont pouvoir s'emparer un petit peu tout seuls pour remobiliser toutes les connaissances vues dans le chapitre. Donc ça, c'est de la révision par le jeu. Donc j'en ai un petit exemple ici. C'est une page encore en cours de travail, mais voilà, ça c'est sur le chapitre le chapitre 13 de géographie sur les espaces peu denses. Voilà. Je n'ai pas bien répondu, donc j'ai un petit mouton noir qui apparaît. Donc voilà, ça, ce sont les activités Géniali. Nous avons aussi des activités collectives qui vont se dérouler en classe. Donc là, c'est plus du matériel qu'on propose à imprimer et à installer en classe avec 2 versions. Une version réservée aux professeurs qui explique un peu toute la démarche, tout le matériel nécessaire, tout le déroulé. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose clé en main. Et une version élève qui va être plus une fiche à remplir au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est le type d'activité que Camille va nous présenter après, notamment celle-ci sur le chapitre 1 sur le paléolithique. Donc je vous ouvre. Donc, ce sont des PDF à télécharger, imprimer. Voilà, tout est expliqué dedans.
pas à pas, des petites cartes à découper, voilà. Tout est expliqué. Et à côté de ça, il y a une fiche qui est proposée aux élèves pour suivre cette activité, une petite fiche qu'ils vont remplir au fur et à mesure de l'escape game qu'ils vont faire en classe. Donc là, c'est plutôt l'aspect collaboratif qui va primer du jeu en classe. Et puis la troisième sorte d'activité que va nous présenter William, ce sont des activités qui portent sur des jeux vidéo, avec là aussi du matériel téléchargeable, des fiches en PDF à télécharger et imprimer, avec une version professeur qui, de la même manière, explique toute la démarche, une version élève à remplir. C'est une activité qui repose sur soit un jeu auquel on joue, donc on a choisi des jeux accessibles gratuitement en ligne. William nous dira peut-être ça plus précisément. Soit, donc là, l'activité qu'on va vous présenter, ça va être sur une version de découverte du jeu Assassin's Creed qui se passe en Grèce, donc dans le chapitre 4 sur le monde des cités grecques. Donc, de la même manière, il est accessible dans la page du cours, c'est celui que j'avais tout à l'heure, avec une version professeur très détaillée, le corrigé qui est donné, une version élève que les élèves vont devoir remplir au fur et à mesure qui vont visionner cette version un peu démo d'Assassin's Creed. Donc là, le but, c'est d'intéresser au sujet par un autre média, la dimension ludique quand on va les faire jouer les élèves, et puis aussi toute une réflexion dans un second temps sur la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo, dont William vous parlera bien mieux que moi. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de la question. Je passe peut-être la parole à William pour commencer. Alors, est-ce que je départage ou... Bonjour à tous. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait la vidéo qui était disponible. Tu veux que je mette la vidéo en même temps? Je sais, ou alors la fiche élève, je sais pas comment on peut. Peut-être que la vidéo et j'explique un peu le cheminement, la réflexion que j'ai eue, et puis et j'explique la fiche qu'on pourra montrer à la fin peut-être. Oui. Comme ça, la fiche arrivera à la fin. Donc, je monte la vidéo. Okay. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai combien de temps. Tu m'arrêtes. Hein. On a un petit quart d'heure de retard en tout, donc vous avez un quart d'heure encore pour... Ouais, peut-être en 5 minutes. On va essayer de faire ça en 5 minutes. Ok, on va faire ça. C'est possible. Donc, cette fiche d'activité, je mets juste un chrono, pardon. Je suis sûr. Je suis sûr de m'arrêter au bon moment. Donc, cette activité s'inscrit dans le thème 2, récit fondateur, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique. Et c'est le chapitre 4 sur le monde des cités grecques, donc dans lequel on est censé voir le monde grec depuis la colonisation jusqu'à la démocratie athénienne. Donc, lorsqu'on nous a demandé de travailler sur des compléments par rapport au chapitre d'histoire et par rapport au manuel, il me semblait intéressant de travailler à partir de ce jeu. Alors, on a été confronté à deux problèmes. Le premier, j'aurais adoré faire jouer vraiment au jeu Assassin's Creed, mais à cause des problèmes de PEGI et d'accès au jeu, c'était un peu compliqué, d'autant plus que voilà, faire jouer au jeu même, c'était un peu difficile. Donc, je suis parti sur le Discovery Tour, donc, qui est le mode pédagogique du jeu, qui est disponible à tous les possesseurs du jeu, mais qui est aussi disponible en stand-alone. Hein, je l'explique dans la fiche professeur. Hein. Donc, on peut avoir accès qu'au Discovery Tour. Mais un autre problème, c'est compliqué de faire tourner ce jeu, même le mode éducatif, dans les établissements scolaires. Donc, en fait, je suis parti sur une analyse de la visite du site de Delphes à partir d'une capture vidéo qui a été faite par le studio Ubisoft. Donc, ils ont rendu leur contenu gratuit et disponible sur YouTube. Donc là, ce qu'on voit, c'est la visite du site de Delphes telle qu'elle est proposée dans le jeu vidéo, mais uniquement en mode observation, finalement. Donc tout ça pour résoudre ce problème d'accès aux médias. Dans l'idéal, bien sûr, cette activité devrait être faite manette en main et avec la liberté qu'offre le jeu de se balader dans le sanctuaire de Delphes.
Donc, Assassin's Creed Odyssey, c'est un jeu fabriqué par le studio Ubisoft, dans lequel la Grèce du 5e siècle a été reproduite avec plus ou moins de réalisme. L'idée était pour les développeurs de fabriquer une Grèce qui soit crédible. Et on retrouve un certain nombre de lieux emblématiques de cette Grèce du 5e siècle, que ce soit Athènes, Sparte. Et on retrouve 2 sanctuaires que l'on doit souvent traiter dans le chapitre, le sanctuaire de Delphes et le sanctuaire d'Olympie. Donc moi, j'ai proposé le sanctuaire de Delphes parce que, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est possible dans le Discovery Tour de suivre les pas d'Hérodote qu'on a vu au tout début de la vidéo, et en fait de suivre la voie sacrée et de partir de la porte d'entrée du sanctuaire pour aller jusqu'au sanctuaire où se trouve la Pythie. Et en suivant ce cheminement, il y a des stations où le joueur s'arrête et où une voix off, sorte de guide numérique, permet de donner des informations qui sont historiquement justes parce qu'écrites par des historiens, un peu vulgarisées par les équipes d'Ubisoft, donc un tout petit peu réécrites, mais la totalité des informations sont justes. Donc, on a finalement un souci entre le jeu qui recrée une Grèce qui a disparu, parce que de Delphes, il ne reste que quelques vestiges et quelques dessins. Mais en fait, voilà, les développeurs sont venus habiller ce décor recréé avec des informations historiques. Et donc là, on est la petite fille qui sillonne les routes de Delphes en apprenant un certain nombre de choses. Donc l'activité, c'est très simple. Avant même de lancer vraiment la vidéo, cette première activité s'introduit ou commence par un questionnement auprès des élèves. À quoi sert le sanctuaire de Delphes? Que viennent chercher les Grecs lorsqu'ils viennent au sanctuaire de Delphes? Alors ça suppose que le professeur n'ait pas fait le sanctuaire de Delphes durant son cours. L'idée, c'est vraiment que ce soit un complément au cours. Donc peut-être fait Olympie en classe, et ensuite on fait cette activité en dehors pour prolonger la réflexion. Une fois que les élèves ont fait cette hypothèse de départ, qui sera nécessairement fausse, on va partir de ce principe-là, l'idée c'est qu'en suivant la visite, en fait, ils apprennent des choses, ils recueillent des informations qui vont ensuite servir à corriger cette hypothèse de départ. Donc, on est un peu soumis malheureusement au chemin que suit Ubisoft. On n'a pas cette liberté de pouvoir sillonner Delphes comme on le voudrait, parce qu'au-delà de ces stations, il y a d'autres informations un peu disséminées dans le sanctuaire, mais je me suis vraiment focalisé sur les informations qui étaient disponibles en suivant la vidéo. Et donc, la fiche d'activité, c'est un plan de Delphes commenté où une série de questions pousse les élèves à réceptionner les informations que l'on veut qu'ils récupèrent finalement, pour ensuite faire une synthèse sur le sanctuaire de Delphes. Une autre possibilité est possible, vous pouvez très bien prendre la fiche d'activité, enlever toutes les questions et demander aux élèves de simplement, à la fin de la visite, nommer ce qu'ils ont retenu, noter ce qu'ils ont retenu de la visite. Donc concrètement, l'activité n'a rien, l'activité ressemble à ce qu'on pourrait proposer si on était allé au sanctuaire de Delphes, si on avait suivi une visite guidée, le Discovery Tour n'étant qu'un musée numérique au final. Il y a très peu de jeux et d'aspects ludiques, d'autant plus que l'on regarde une vidéo. Donc ça, c'est la première partie, visite du site, collecte d'informations. Bien sûr, ensuite, on corrige les informations, on peut débattre des informations qui ont été collectées, et vu que c'est une vidéo, on peut revenir en arrière, etc. Les timecodes sont indiqués. Il y a une fois qu'on est arrivé, donc je ne sais pas si tu peux peut-être avancer un peu en avance rapide pour aller montrer jusque minute 10 ou 12, je crois, où on rentre vraiment, voilà, on rentre dans le sanctuaire et on rencontre la Pythie finalement, donc cet oracle de Delphes qui donnait des prédictions et des messages incompréhensibles que seuls les prêtres pouvaient décoder. Donc voilà, on rentre vraiment dans le sanctuaire d'Apollon, on peut voir la Pythie et ensuite on ressort à la toute fin de la vidéo. Il y a 2 minutes un peu de questionnaire, de quiz, parce que le Discovery Tour propose un quiz interne que je n'ai pas intégré dans ma réflexion et dans ma fiche d'activité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et finalement, cette étape se suffit à elle-même. Si vous voulez juste vous arrêter là, c'est possible. Mais de la même manière que ce que je propose à mes élèves, j'aime bien, en plus de cette étape simplement de collecte d'informations, aller un tout petit peu plus loin parce qu'on est sur un média qui est différent, qui est nouveau, qui est le jeu vidéo. Et de la même manière qu'on propose de l'analyse critique de la représentation cinématographique ou littéraire, j'aime bien proposer à mes élèves une séance de décryptage de la représentation historique dans les jeux vidéo. Et c'est l'étape 3 que je vous propose finalement, qui est, on pourrait dire optionnel, mais qui me semble quand même, moi, essentiel. La question est de savoir, est-ce que le sanctuaire de Delphes que l'on voit dans le jeu, que l'on a pu parcourir, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que vraiment le sanctuaire ressemblait à ça au 5e siècle?
Donc, l'idée, c'est de les questionner sur cette question du réalisme et de la crédibilité du lieu, finalement. Donc là, on rentre dans une analyse du level design, oui, mais surtout du travail d'artistes et des artistes d'Ubisoft sur le titre. Et donc, pour aborder cette thématique-là, l'idée est de leur faire relever tout d'abord que ce que l'on connaît du sanctuaire de Delphes, ce sont que des photos de vestiges. Donc, il y a toute une étape sur qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du sanctuaire de Delphes. On peut voir des fois des photos dans le Discovery Tour. Vous voyez que chaque étape, chaque chaque station est accompagnée de documents d'archives. Donc, l'idée, c'est de leur faire noter qu'il n'y a plus que des vestiges et que les artistes d'Ubisoft ont dû réinventer un sanctuaire. Ils ont dû le reconstruire finalement comme vraiment des architectes. Et une fois qu'on a fait cette première étape, on va essayer de faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais un parallèle entre ce que l'on voit dans le jeu et ce que l'historien Pausanias nous raconte de sa visite au sanctuaire de Delphes. Et donc, en fait, le cœur de l'activité, c'est de lire Pausanias et ensuite d'essayer de faire un tri en surlignant ce que l'on voit dans le jeu, de ce que nous dit Pausanias et ce que l'on ne voit pas, et donc ce que les artistes ont rajouté dans le jeu. Et donc, la conclusion de l'activité, c'est est-ce que le sanctuaire est crédible? Est-ce qu'il ressemble à ce que les historiens antiques nous décrivent du sanctuaire? Pour au final arriver à une situation où Pausanias nous parle d'un temple et d'un sanctuaire qui est très tardif par rapport à celui qu'on voit dans le jeu. Et donc forcément, les artistes d'Ubisoft ont dû faire des aménagements par rapport à ce que nous raconte Pausanias. Il y a des statues dont Pausanias parle qui ne sont pas dans le jeu. Il y a des éléments qui sont dans le temple dans le jeu que l'on ne voit, que l'on ne lit pas chez Pausanias, parce qu'il fallait créer cet effet de réel. Tout ça pour dire que le jeu vidéo est une récréation du passé à partir de sources ou de vestiges archéologiques, et ce n'est pas un travail qui est facile et qui demande forcément un peu d'interprétation. Et donc, il y a toute une réflexion autour des métiers du jeu vidéo, et cette réflexion-là aussi, je l'ai proposée pour les autres activités, les 3 autres activités sur les jeux historiques, dans lesquelles, à chaque fois, il y aura un questionnement sur pourquoi est-ce que le jeu, est-ce que la représentation, est-ce que ce que le jeu nous transmet comme information est réaliste? Parce que pour moi, travailler avec le jeu vidéo, c'est aussi travailler son esprit critique sur ce média-là. Et si on ne s'en sert que de prof 2.0 ou de guide numérique, on passe un peu à côté de notre cible. C'est-à-dire que notre séance sera certes très ludique, rigolote, mais on passe à côté d'un des aspects essentiels, c'est-à-dire faire réfléchir les élèves sur le support de l'information qu'est le jeu vidéo. Alors bonjour, je vais peut-être commencer pendant que vous cherchez. Ça sera Voilà, donc là j'ai trouvé. Ouais, bienvenue Camille. Bonjour. Du coup, j'ai un peu la pression parce qu'apparemment William a été assez fort. Du coup, alors je vais essayer de faire beaucoup plus rapide. Moi, ce que je propose, c'est 2 types d'escape game parce que je trouve que jouer, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'apprendre et... Alors, pas forcément d'apprendre. Hein. Le but ici, il est plutôt de réviser que d'apprendre. Après, on peut peut-être rentrer dans cette activité, enfin, par le chapitre, par cette activité. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez quand même des élèves qui sont d'un bon niveau et qui arrivent à être assez autonomes pour chercher dans le manuel, etc. Personnellement, moi, je l'ai fait plutôt en fin de chapitre, plutôt en révision. Mais on peut l'envisager sans problème en début de chapitre. Mais là encore, hein, ça dépend vraiment du niveau de l'élève et du niveau d'autonomie. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est 2 types d'activités. Pardon, j'arrête le La première, on est plutôt sous un format papier qu'on va réaliser en classe. Bon, alors, les élèves n'ont pas 60 minutes pour sortir de la classe. Hein, on va les laisser sortir quand ça va sonner. Ça, c'est pas un problème. Mais l'objectif est de coopérer ensemble. Alors, vous le verrez dans le manuel Max. En gros, le matériel, c'est la photocopieuse, des ciseaux et ensuite des livres en classe. L'objectif est de réunir les élèves en groupe et de faire une table pour chacun avec plusieurs manuels, un petit peu en panique, on va dire, où à l'intérieur, vous aurez caché la première étape, les premières cartes. Donc, les élèves, la première partie d'un escape game, c'est la fouille. Donc, ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent, c'est normal. Après, là encore, comme tout ce que je propose, ça dépend du niveau des élèves. Donc, soit vous les laissez complètement en autonomie, soit vous leur dites ce que vous allez chercher, ce qu'ils doivent chercher, et le nombre de cartes qu'ils doivent trouver, par exemple. Et donc là, ils doivent chercher, trouver. Puis là, c'est pareil, ils sont totalement en autonomie, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire trop avec ces cartes, ils doivent arriver à réfléchir. Et bref, en fait, à chaque fois, donc c'est quelque chose que j'utilise déjà en classe, mais là, je les ai refaits par rapport au manuel pour faire une étape par partie de leçon.
C'est-à-dire que la première étape, elle est sur le premier paragraphe de la leçon, etc., etc. Ça, c'est pour les versions papier. L'objectif étant à la fin de remplir le cours de Monsieur Malhabile. C'est ce que j'ai essayé de faire à chaque fois, une petite histoire qui se suit. Donc, un prof un peu pas très habile, d'où son nom, à qui il arrive plein d'aventures, parce qu'il faut toujours lancer le jeu, en fait. Et donc, ce prof-là, il faut toujours l'aider, soit compléter le cours, soit le réveiller parce qu'il s'est endormi, il est bloqué dans son rêve. Enfin, il y a toujours plein de petits scénarios. Et ça, c'est la version élève, en fait. Et à chaque fois, les élèves, du coup, vont retrouver des codes qui vont permettre de compléter le cours du prof ou de retrouver le cours du prof parce qu'il a pris un café, une tasse de café sur le cours et qu'il ne voit plus rien. Enfin, voilà, c'est des petites activités comme ça. Par rapport aux Geniali, les Geniali, c'est dans l'objectif est de faire la même chose, c'est-à-dire des escape games et de retrouver un code à la fin pour terminer le jeu. Mais là, on est plus sur de l'autonomie. Après, possibilité de faire deux choses différentes, c'est-à-dire soit on envoie le lien aux élèves et ils le font à la maison, sachant que le Geniali est accessible aussi sur le téléphone, parce que moi je suis en REP+, et j'ai pas mal d'élèves qui n'ont pas d'accès à un ordinateur. Ils utilisent les seules manières d'utiliser Internet, c'est par le téléphone, et donc le Geniali est accessible par le téléphone. Ils peuvent faire le jeu directement. Donc soit ils le font seuls et en autonomie, mais vous ne pouvez pas forcément vérifier s'ils ont trouvé, si le code de la RAP a été donné par un copain ou quoi que ce soit. Ou alors, ça peut aussi se faire en classe en réservant la salle informatique. Ça peut même s'envisager à 2 ou à 3, hein, parce que il y a des questions, il y a des quiz, il y a des choses à chercher, des intrus. Enfin, c'est un petit peu plus interactif. Donc, là aussi, sur le Geniali, on peut envisager travailler la compétence de coopérer et de mutualiser. Pour l'escape game, c'est pareil, les élèves peuvent le faire tout seuls ou ils peuvent le faire en groupe. L'avantage aussi, c'est qu'il faut peut-être l'envisager de le faire soit en classe entière, soit vous pouvez le faire en petits groupes pendant que les autres font autre chose. Mais ça, c'est parce que moi, je travaille en plan de travail et donc les élèves sont plutôt autonomes. Et donc, certains élèves pourraient faire cette partie-là, cette étape-là, pendant que d'autres sont en train de travailler sur autre chose. Après, l'escape game que je propose, l'escape game papier, là, ici, vous êtes sur le premier chapitre de la première année, du début de l'année, en 6e. Voilà, hein, ça dépend de votre classe. Voilà, c'est parce que c'est le premier chapitre. Donc, soit vous le faites en classe entière, soit vous le faites en demi-groupe. Les récompenses, ça peut être soit l'autorisation de sortir de la classe, mais en général, ça va, on les autorise à sortir. Soit, je sais pas, une note supplémentaire ou un petit bonus sur l'évaluation d'après. Voilà, il y a plein de choses qui s'envisagent et qui s'approprient surtout. Il faut vraiment s'approprier le truc pour réussir à le faire. Pour l'avoir testé sur les élèves, là, les Geniali que j'ai pu faire, pour l'avoir testé pas sur les élèves, pardon, mais sur des adultes, ça fonctionne bien avec les adultes aussi. Donc, avec les collègues, vous pouvez voir comment est-ce qu'ils réagissent et éventuellement travailler avec eux pour le faire à plusieurs, pour le faire sur plusieurs niveaux, pour faire des combats de classe, qui va y arriver le plus. Voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à envisager. Tout ça est accessible très facilement sur Max. Parfait. Et donc, nous prévoyons d'avoir les 16 activités qui vont arriver au fur et à mesure avant la rentrée. Merci, au revoir. Merci. À bientôt, merci.